Le président Emmanuel Macron poursuit sa tournée diplomatique en Afrique. Il était hier au Cameroun, il est arrivé tôt ce matin au Bénin. Oui, on va le voir, le président qui est donc arrivé peu avant 6 heures du matin à l'aéroport de Cotonou. Et hier, c'est donc lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile au Cameroun, cette fois qu'Emmanuel Macron s'est permis une sortie sur Vladimir Poutine. Il a souligné le côté antidémocratique de la politique russe. Écoutez-le. Il y a une crise des démocraties libérales, je le disais. Mais elle est utilisée par des démocraties libérales ou des régimes autoritaires pour faire croire que ce serait la même chose ou que ce serait mieux. Si vous tombez dans ce piège, c'est fini. Je veux dire, c'est pas avec le président Poutine ou avec d'autres que vous ferez ce genre de débat, je vous le dis en toute sincérité. Partons maintenant au Burkina Faso, où un nouveau coup d'État, le deuxième depuis janvier, avec une manifestation anti-française depuis hier. L'ambassade de France a été attaquée par des militants pro-putschistes. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le bâtiment, mais la situation reste très tendue. Affirme avoir pris le contrôle du Burkina. Communiqué 1. La Constitution est suspendue. 2. La charte de la transition est dissoute. 3. Le gouvernement est dissous. Le sentiment anti-français est exacerbé par les meneurs de ce coup d'État. Ils affirment que le chef de l'armée burkinabèse est protégé par la France, ce que Paris dément formellement. Souvent frappés par des attentats islamistes, nombre de Burkinabés veulent désormais suivre l'exemple du Mali voisin et se rapprocher de la Russie. On veut la Russie, on veut une collaboration avec le Mali, on veut que le Burkina se libère de la chaîne de la France. La France en bas. Nous ne sommes pas avec les accords français. Nous ne sommes pas d'accord pour l'impérialisme. Nous voulons qu'à jamais le Burkina Faso soit libre. Donc, eh bien, merci à tous d'être venus autour de Soubry, à qui je vais laisser, comme de coutume, le soin de présenter cette soirée Russe-Afrique, et donc de nous expliquer d'abord pourquoi nous avons appelé ça Russe-Afrique, avec Majed, avec Bernardo et avec Mamadou. Bonsoir. Je suis un petit peu gêné d'animer cette soirée parce que ce n'est pas mon domaine. Je m'intéresse à l'Afrique, mais mon ami Majed, c'est un spécialiste d'Afrique. Donc je lui passerai la parole pour animer ce débat. Surtout, il y a les participations d'éminents africains présents autour de cette table qui vont nous apporter ou nous éclairer sur ce qui se passe. Pourquoi cette soirée était organisée? Je me permets de dire un mot à ce propos. Il s'avère que le président Macron, ayant perdu la majorité au Parlement français, ayant perdu, ou c'est à la fin de sa présidence à l'Europe, et comme il est quelqu'un de narcissique et qui ne peut pas s'éloigner de la rampe, il s'est mis au service de Joe Biden pour aller mobiliser les populaces pour soutenir Joe Biden contre Poutine. Et il a choisi sa première tournée en Afrique, qu'il prétend qu'il connaît bien. Parce qu'il connaît les pays africains, il peut intimer l'ordre aux dirigeants africains pour laisser tomber le colonialisme russe et d'aller revenir soutenir Joe Biden. C'est ça l'objectif. Et puis, pour faire encore beaucoup de zèle, il a rajouté au continent africain le continent européen. Il a organisé dans le foyer une assemblée de dirigeants européens pour leur mâcher le même discours, comme si les Européens ils ne sont pas au courant que la guerre est à leur portée, et comme si les Africains ne connaissaient pas le colonialisme russe ou américain, surtout en venant de Macron, qu'il a d'ailleurs mis la main sur le thème de notre série de séminaires au titre de Chaos,
il a déclaré hier, avant-hier, que c'est le chaos en France, mais c'est lui qui a sémé le chaos. Donc, comment qui est incapable de faire face au chaos en France, qui va aider Joe Biden pour faire face au chaos international. Et à mettre au pas les Africains. On peut peut-être rappeler que la tournée que nous allons évoquer, y compris en Guinée-Bissau, chez nos camarades de ce soir, a été complètement occultée par les médias français, mais a eu lieu cet été. Macron n'a pas passé tout son été à Brégançon à faire du jet ski. Tout à fait. Il est allé se promener aussi en Afrique de l'Ouest, et donc je vous laisse tout à fait. Il est allé dans plusieurs pays africains, et malheureusement pour nos amis africains, la tournée, elle a donné comme résultat plusieurs coups d'État. C'était ça, surtout le résultat de la tournée. Et donc, je pense qu'il y a des témoins ici qui vont nous éclairer et que Majid il va nous apporter sûrement ses connaissances sur ce continent qui va apporter. Je pense, si on arrive à mettre fin à la domination de l'ordre international actuel, l'Afrique, comme les pays arabes, comme l'Arabie saoudite, ils vont jouer un rôle dans l'avenir. Exactement, merci Subhi. Nous, bien sûr, moi j'ai eu l'honneur de diriger la revue Africasie, qui a beaucoup milité pour la décolonisation du continent africain. On avait des liens personnels avec les leaders. Par exemple, Thomas Sankara, c'est grâce à lui que Africasie a repris. Il a fait une tournée auprès de plusieurs collègues africains, des chefs d'État, pour leur dire il faut soutenir Africasie, parce que c'était la voix des peuples africains. Bien sûr, il y avait deux camps en Afrique. Il y avait le camp de Casablanca et le camp de l'Afrique du Sud, tout le reste qui est de Casablanca, qui c'était par le Maroc et le Sénégal, et l'autre camp c'était avec l'Algérie. L'Algérie c'était, comme on disait à l'époque, je pense que c'est la phrase est d'Amilcar, c'est voilà, Cabral, il a dit que l'Alger c'est la Mecque des révolutionnaires. Tu peux peut-être préciser pour beaucoup de gens, les générations actuelles, beaucoup doivent ne pas savoir qui était Amilcar Cabral, peut-être c'est un leader de la décolonisation qui a été tué malheureusement, mais il a lutté pour l'indépendance de son pays, la Guinée, voilà. Nous avons donc deux militants de son parti qui sont parmi nous. Voilà, je vais vous apporter un petit truc avant que vous continuiez. Amilcar Cabral, c'est lui qui a été l'instigateur de la décolonisation portugaise en Afrique. Voilà, exactement. Donc, il était, c'est lui qui a organisé toute la révolution en Angola, au Mozambique, exactement, bien sûr. Et n'oublions pas aussi le rôle des Cubains qui ont sauvé la révolution en Angola face à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc, il y avait énormément de combats qu'on occulte maintenant. Alors que, paradoxalement, les Américains, les Sud-Africains aidaient en Angola un mouvement Holden, voilà, qui était soi-disant maoïste, mais en fait, il était pro-américain, soi-disant gauchiste. Et assez fascisant. Assez fascisant. Mais jusqu'à maintenant, si vous voulez, l'Afrique, malheureusement, elle est encore coupée en deux. Elle est sous une bonne partie de l'Afrique et sous la domination occidentale. Mais l'entrée en force de la Chine, avec à peu près 400 milliards d'investissements, non pas d'investissements militaires, dans les infrastructures, les barrages, les centrales électriques, les autoroutes, les infrastructures administratives, dans la santé, tout ça. Et sans contrepartie politique. Sans contrepartie. Et puis quand un pays n'arrive pas à payer ses dettes, ils effacent une partie, ils rééchelonnent, ils refusent d'aller au club de Paris.
c'est-à-dire où vous n'avez que des investisseurs, des débiteurs vautours, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ils vous cassent, ils mettent la main sur tous les pays. Et puis après, quel culot de dire aux Africains que vous devez combattre l'impérialisme chinois, l'impérialisme russe, alors que la Russie n'a jamais colonisé aucun pays africain. Elle n'avait pas... Le seul pays qu'elle a aidé militairement face à Israël, c'est l'Égypte. Mais c'était des conseillers. Et quand Sadat a donné l'ordre de quitter, ils ont quitté sans... Ils ont plié bagages, ils ont quitté. Il y avait jusqu'à 40 000 conseillers soviétiques, quand même, c'est pas rien. Oui. Ils ont aidé à la construction du haut barrage en Égypte. Et c'est grâce à ce haut barrage que la Banque mondiale et le Fonds monétaire avaient refusé de financer. C'est la Russie qui manquait de moyens, mais quand même, elle a aidé. En Syrie aussi, tous les projets structurants, barrages, électricité, industrie, c'était la Russie et le bloc de l'Est. Ça, il faut reconnaître ça. Et en Afrique, ils n'étaient pas très présents, mais quand même, ils ont, au Congo, avec le Nasser, ils ont aidé Lumumba, mais qui a été tué. En Guinée, au Mali, avec Modibo Keïta, tout ça. Maintenant, il y a un retour en force de ce courant anti-impérialiste. Et là, les Français et les Américains n'ont pas encore compris la colère de la population africaine et aussi de beaucoup d'élites. Certes, il y a beaucoup des élites aliénées qui continuent à penser que leur salut, c'est l'Occident, c'est l'Amérique, mais finalement, ils ont vu quel est le bilan. Et c'est pour ça que je peux laisser, puisque vous êtes du pays de Cabral, ce serait un honneur de vous écouter. Et peut-être de faire l'historique qui nous a amené aux événements récents. Voilà. Bon, c'est un plaisir d'être reçu aujourd'hui ici. Bon, moi, je m'appelle Bernardo Pandoupi et c'est mon collègue Mamadou qui m'a parlé de cette rencontre. Il a insisté, il m'a dit il faut que tu viennes parce que c'est très intéressant. Bon, nous sommes Guinéens de la Guinée-Bissau. C'est une ancienne colonie portugaise de 36 000 km² qui a à peu près la taille de la Suisse ou bien de la Belgique, avec une population d'à peu près de 2 millions d'habitants. Bon, ce pays a émerveillé le monde avec Amilcar Cabral. Exactement. Voilà, parce que comme je disais tantôt, Amilcar Cabral, c'est lui qui a organisé pratiquement la révolution et l'indépendance des pays lusophones en Afrique. Ouais, avec les Agostinho Neto et ainsi de suite. Donc c'est lui qui était l'organisateur de tout ça. Bon, si on revient à l'actualité, si vous voulez, vous me posez des questions après, on va essayer de répondre. Bon, si on revient à l'actualité de la dernière visite de Macron, qui a été jusqu'en Guinée-Bissau, et c'est la première fois qu'un président français s'est rendu en Guinée-Bissau, il a passé la nuit là-bas, et pourquoi? Un pays qui est petit et disons pauvre, bon, mais le sous-sol est riche. Parce que quand on dit que la Guinée-Conakry, c'est l'un des premiers pays au monde qui a la bauxite, donc nous on est frontières, on est frères d'ailleurs avec la Guinée-Conakry et Sénégal. C'est les mêmes populations. Les populations qu'on trouve en Guinée-Bissau, c'est ce qu'on va trouver au Sénégal, c'est ce qu'on va trouver en Guinée-Conakry et en Gambie. Voilà. Donc, si Macron est intéressé par ce petit pays, donc il y a quelque chose. Parce qu'il y a du pétrole, il y a du bauxite, il y a le phosphate, et tout ça en Guinée-Bissau. Il y a probablement du pétrole. Oui, il y a du pétrole. Oui. On a découvert, il y a une partie avec en Casamance. Et la Casamance, appartenait à la Guinée-Bissau.
Mais ça a été après rétrocédé à la France. Et la France, sans référendum. Voilà, et la France, ils ont échangé avec Bokeh. Et la France l'a annexé au Sénégal. Mais c'était Casamance, c'est-à-dire Casa Mais. Beaucoup de maisons en portugais. Casa Mais. Bon, donc, la visite de Macron, je ne sais pas s'il n'a pas encore compris que la France-Afrique de Foccart doit être enterrée. Et il continue sur cette lancée, et malheureusement, il est allé voir quelqu'un qui s'est autoproclamé, parce qu'il a dit lui-même, il s'est autoproclamé président parce que après les élections présidentielles, le deuxième tour, il y avait eu un contentieux. Et la personne qui supposait avoir gagné, c'est-à-dire Domingos Simões Pereira, a saisi la CNI. Non, pas la CNI. CNE la commission électorale. Alors donc, lui, il n'a pas voulu attendre. Il a dit, et il y a des vidéos, que lui, il va s'autoproclamer. Donc parce qu'il savait que lui, il a perdu. Et si le contentieux part jusqu'au bout, il ne sera pas là. Alors donc, avec l'aide... Oui, mais il faut peut-être que tu précises une chose, c'est qu'il se prétend général, etc. Général. Alors que là, vous êtes tous les deux anciens combattants du GC. C'est un faux général déjà. Combattants, militants, internationalistes, communistes, de mouvement de libération de Cap-Vert. Lui, pas du tout. Non. 1972. Oui. Lui, il a tout acheté. Parce qu'il était le porte-serviette. La mallette de Ninou. Et c'est Ninou, le président Jean-Bernard Rivière Ninou, et c'est lui qui l'a introduit chez Kadhafi. Et de là, comme il laissait rentrer et sortir, il a pu emballer Kadhafi. Kadhafi lui donnait de l'argent, et c'est avec ça qu'il est allé acheter le galon de général. À moins de 40 ans, tu es général. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Guinée-Bissau? On ne voit pas. Dans quelle guerre il a participé? Il n'y en avait pas. Il vous a amené Macron. Voilà. Donc là, il nous a amené Macron. On revient sur Macron. Donc Macron, je pense qu'il n'a pas encore compris que la France-Afrique, on devait enterrer et puis aller sur de nouvelles bases gagnant-gagnant, de coopération, gagnant-gagnant. La France gagne, nous aussi on gagne en Afrique. Mais peut-être que Macron, il veut toujours continuer à gagner et les nouvelles générations africaines ne vont pas laisser ça. Et vous avez vu, la France est en train de perdre son brio, en train de perdre ses éclats que la France avait avant, que son influence est en train de perdre. Parce que toi, tu vas aller t'allier avec quelqu'un qui a fait un coup d'État constitutionnel, parce que c'est un coup d'État constitutionnel qu'il a fait. Il a acheté les militaires et les militaires l'ont placé au pouvoir. Il est allé s'autoproclamer président dans un hôtel. Dans un hôtel, il a été avec... il faut rappeler que normalement, en Guinée-Bissau, c'est l'Assemblée qui nomme le président. Qui nomme le président, avec tout ce qui suit, mais il n'a pas respecté ça. Il est allé s'autoproclamer. Il a dit lui-même, moi je vais m'autoproclamer président. Et il l'a fait. Parce un mauvais putschiste. Ouais, c'est ça. Parce sous les applaudissements des Occidentaux, des Occidentaux de Macron. Et la CEDEAO. Voilà, avec la CEDEAO et tout ça, complice, ils l'ont laissé là-bas. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement, ou peut-être que tu peux faire, je ne sais pas, le rôle de la CEDEAO? Écoutez, la CEDEAO, c'est un assemblement d'États qui sont à la botte de la France jusqu'à maintenant. Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Économique. Comité économique. Que quand le Mali a mis dehors la force française, Barkhane, ils ont imposé un blocus. Des sanctions au Mali, oui. Que personne ne peut respecter, parce que quand même il n'y a pas de frontières, vous savez, mais pour la forme quand même c'est le... Ah oui, c'est les sanctions maintenant, il n'y a pas que les Russes qui ont pour le déshonneur aussi de ces pays-là qui ont accepté de faire, même nominalement des sanctions, un blocus contre un pays, contre le Mali, voilà. C'est répugnant. Hein, c'est répugnant, bien sûr, c'est répugnant. Mais c'est à la demande de la France, il faut le rappeler. C'est à la demande de la France, à la demande des États-Unis. Et puis, il faut aussi expliquer que la colère des peuples africains contre la France, en particulier,
et contre les pays occidentaux de l'OTAN. C'est surtout leur rôle en Libye, en cassant la Libye, en massacrant Kadhafi. Quoi qu'on en pense de son bilan... C'est ce qui a complètement déstabilisé l'Afrique subsaharienne, ça c'est clair. Pour vous dire que l'Afrique, contrairement à la Ligue arabe, qui était complètement achetée par les États-Unis, et qui avait préparé le terrain à l'invasion de la Libye, l'Afrique avait proposé une solution politique. Elle n'a pas été écoutée. Et c'est pour ça qu'ils ont eu droit aux djihadistes et compagnie, dont les Français sont bien foutus de les débarrasser maintenant. L'ancien président tchadien, Idriss Déby, il avait dit, attention, ne faites pas cette connerie. Parce que on va payer le prix. Et finalement, il en sait quelque chose. Il l'a payé de sa vie. Oui. Il a été assassiné. Et puis le Mali, c'est à la suite de l'effondrement de la Libye. Et tout le Sahel a été déstabilisé. Et pourtant, malgré tout cela, l'Algérie, qui était opposée totalement à cette affaire, à l'intervention. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, s'est rendu en Algérie et on lui a dit, attention, nous on connaît Kadhafi, on connaît la Libye. La Libye n'est pas un État moderne, c'est un État tribal, une confédération de tribus. Il n'y a que Kadhafi qui sait le maintenir. Avec la distribution sociale, la distribution économique et tout ça. Et alors, Juppé s'est moqué de lui. Il a dit, vous avez peur de la révolution? Je lui ai dit, mais on vous a foutu dehors avec notre révolution, on n'a pas peur. Si on n'a pas eu peur mais on vous met en garde. Il n'a pas été écouté et on voit le résultat maintenant. La France est dehors, tout l'Occident est out. En Libye. Maintenant, c'est l'Algérie, l'Égypte, l'Allemagne qui s'était abstenue de Merkel, s'était abstenue, elle était un peu plus mûre, plus habile que les Britanniques et les Américains et les Français. Et voilà, l'Algérie a ramené tous les acteurs du conflit malien à Alger et au Mali même. Pendant 2 mois et demi, ils ont négocié, ils sont arrivés à un accord. Comment incorporer les Touaregs dans l'armée, comment développer le Nord. Sur tous les problèmes de toute nature, sociologiques, ethniques et autres, qui sont à l'origine du chaos actuel dans tous les pays du Sahel. Et qui a mis le bâton dans les roues? C'est la France. Elle a fait échouer ces accords-là. Ça, c'est les Maliens ne l'oublieront pas. On va rendre la parole à Bernardo pour qu'il fasse une médiation pour nous expliquer, entre autres choses, les réactions, justement, y compris des voisins guinéens, aux interventions de votre président Bidon à la CEDEAO. Donc le président Bidon, le président qui n'est pas mon président, je ne le considère pas comme président, parce qu'il s'est autoproclamé, c'est-à-dire j'ai fait le coup d'État, je me mets là. C'est ça la signification de autoproclamation. Donc il s'est autoproclamé président, il reçoit Macron, et puis une aberration, moi je suis militaire. Et j'ai fait un peu le SIRPA, ici en France. Il était mortier là. Oui, à la caserne mortier. Donc, il dit qu'actuellement, ils vont créer une force anti-putsch en Afrique. La CEDEAO. Ouais, non, lui, il est actuellement le président de la CEDEAO. En Guinée, il va créer une force anti-putsch. Non, avec la CEDEAO. Avec la CEDEAO. Ils vont créer... Bon, moi, j'ai fréquenté un peu l'école militaire, mais je n'ai pas vu où il y a des études qui sont dédiées à des anti-putsch.
Parce que quelqu'un qui veut faire un coup d'État... Surtout que c'est la force anti-putsch qui va probablement faire voilà. le putsch. C'est plutôt, il forme les gens pour faire des putsch. Oui, on peut parler les putsch. Et Macron a applaudi. Parce que Macron l'a applaudi. Moi, je ne sais pas, quelqu'un qui veut faire un coup d'État comme il l'avait déjà fait, il ne va pas aller il va pas aller écrire là sur des trucs dans la rue, je vais faire un coup d'État pour qu'on puisse le combattre. Parce que ça n'est comme ça, c'est spontané. Alors donc c'est une aberration militaire, un général qui s'est autoproclamé aussi général, qui parle de ces bêtises. Mbalo, il est là-bas. Il est en train de mettre tout en l'air. Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. On n'a pas pu organiser la fête nationale de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Pourquoi? Parce que lui, il ne veut pas entendre parler d'Amilcar Cabral, il ne veut pas entendre parler du PAIGC. Parce que, en tant que président autoproclamé, s'il fait un discours durant l'indépendance, il ne pourra pas passer d'Amilcar Cabral, il ne pourra pas se passer aussi non plus du PAIGC. Alors là, il a occulté tout ça, ça fait 2 ans, on ne le fait pas, depuis qu'il s'est autoproclamé, il n'y a pas de fête nationale. Donc tout ça, c'est ce que je veux. Si la jeune génération française qui nous écoute, il faudra qu'elle essaye d'être un peu vigilant, voir comment les choses se passent en Afrique et comment la France est en train de perdre son influence en Afrique. Il est temps que la France se ressaisisse pour pouvoir orienter une nouvelle politique avec la nouvelle génération africaine. Ce n'est pas avec les Sissoko Mbalo qui sont là. Il a déjà dit, entre parenthèses, il a dit qu'il a fait ses études à Madrid. En Espagne. En Espagne. Et on est allé consulter l'université qu'il a citée et le recteur a dit ce monsieur-là, on ne le connaissait pas ici. Il était venu seulement, il s'est fait inscrire et puis il a disparu. Après, il dit qu'il a... ce monsieur, c'est le principal soutien de Macron. Des voilà ce que Macron pour résister à la pression de la Russe-Afrique dans la région. Voilà ce que Macron encourt, aller s'allier à une personne, un inconnu, un charlatan, si vous voulez, et puis un putschiste pour combattre les putschistes. Voilà. Et puis il va monter avec Macron un truc anti-push. Alors ça n'a pas donné des bons résultats. Là, on va demander à Mamadou. Et aussi, il est. Excuse-moi. Aussi, il est son premier ministre actuel. Pendant la campagne électorale, avait dit que c'est un terroriste international. Que lui, il connaît ce monsieur, c'est un terroriste international qui a été suivi par les renseignements français. Ils connaissent tous son histoire. Et celui-ci, c'est lui qui est maintenant président en Guinée-Bissau. Et le même Omar Sissoko Mbalo, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Qu'il a arrêté le trafic de drogue. C'est actuellement où il y a plus de trafic de drogue. Parce que c'est eux qui dirigent. Donc il n'y aura pas de résultat. Ils vont enterrer le truc, mais c'est eux. En ce moment, il y a son ministre de l'Intérieur qui a des problèmes pour les drogues saisies au temps du gouvernement du PAIGC. Et actuellement, ils sont suivis par les Américains, mais comme si tu fais leur travail, ils t'oublient, ils t'ignorent. Nous avons un camarade ex-haïtien à nos côtés qui pourra vous confirmer ça. Faire. Et il a fomenté un coup d'État le 1er février, soi-disant qu'on lui a attaqué. Et il y a 3 garnisons militaires qui entourent où ils sont. Ces militaires ne sont pas déplacés. Quand ils ont entendu le coup de feu, ils ne sont pas déplacés. Pourquoi? Et il dit que ce sont les militaires, mais ce n'étaient pas les militaires qui ont fait le coup d'État. Il a arrêté des gens qu'il voulait arrêter, qu'il a peur. Ceux-ci sont accroupis dans les prisons. La justice a autorisé de les libérer. Ils n'ont pas voulu les libérer. Ils sont toujours dans les prisons. Et que... Je te coupe la parole. Ce fameux coup d'État dont on parle, lui-même, après 5 heures de fusillade,
Après 5 ans, il était là-bas, le Premier ministre était là-bas avec tout le gouvernement. Pendant 5 heures, il y a eu fusillade. Il y a eu des morts. Je ne sais pas, il y a à peu près 11 personnes qui sont mortes, qui ont été tuées dans ce truc. Lui, quand il était sorti là-bas, il a dit Dieu merci, mais ça, ce n'était pas un coup d'État, c'était un règlement de compte des trafiquants de drogue. C'est ce qu'il a dit. La première interview, c'est ça qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et puis maintenant, comme il a vu que ça se retourne contre lui, maintenant, il dit que c'est un coup d'État. Il a arrêté des officiers. Les anciens. On les a traînés au tribunal militaire, et le tribunal militaire a dit on n'a rien à reprocher à ces gens, ils n'y sont pas. Mais on les maintient jusqu'aujourd'hui en prison. Parce que le tribunal a dit de les laisser partir parce qu'ils n'ont rien trouvé. Mais il les a laissés et ils sont toujours en prison. Il y a un officier, c'est un général, qui est gravement malade, mais il est toujours en prison. Alors, on peut peut-être reprendre maintenant sur... je te laisse poser ta question, mais juste après, j'aimerais que justement nos camarades qui sont du coin, comme on dit, nous parlent du coup l'efficacité remarquable de la tactique de Macron a donné, donc il y a quelques jours, qui fait l'actualité de notre rencontre encore augmentée, c'est au Burkina où on a vu les gens brandir des drapeaux russes malgré les exhortations de Macron et de la CEDEAO. Il brûle les drapeaux français. Et il brûle les drapeaux français. Mais alors, vas-y, pose ta question. Non, ma question, c'est quelle est la présence sécuritaire française et américaine au Guinée-Bissau? Est-ce qu'il y en a? Il y en a, mais des agents. Oui. Des agents, mais il n'y a pas de base, il n'y a pas de conseiller. Non, moi je connaissais un capitaine, je ne me rappelle plus de son nom, qui était à l'ambassade de France. Lui, comme militaire, c'était il est capitaine, comme militaire, il se rendait souvent à l'état-major et c'est moi qui étais son interprète. En français, portugais, en créole. Donc, il est connu, donc ce n'est pas un agent, il était au service de l'ambassade, mais il avait des contacts avec l'état-major en Guinée-Bissau. Et quelle est l'alternative maintenant? Quel facteur de changement possible se trouve actuellement en Guinée-Bissau? Je vais répondre d'abord à la première question. Et si la France a des bases en Guinée-Bissau? La base de la France en Guinée-Bissau, c'est le Sénégal. Voilà. Donc c'est le Sénégal qui est piloté par la France pour pouvoir mettre tout. Et c'est le Sénégal, d'ailleurs, Macky Sall, qui a mis Mbalo au pouvoir. Ah oui, ça, je vous le dis. C'est le Sénégal qui a mis, parce que Mbalo, lui, quand il était en exil, il était chez Macky Sall pendant 3 ans. C'est Macky Sall qui l'a vu. Alors donc c'est Macky Sall qui l'a placé là-bas comme président. Et comme mon ami disait ici, le Premier ministre actuel, parce qu'on avait un gouvernement. C'est la même chose en Gambie. Voilà, c'est la même chose en Gambie. C'est Macky Sall qui a chassé Yaya Jammeh, il a mis Barrow au pouvoir. Donc, à la demande des Français. Voilà. Donc, revenons sur le Premier ministre. Parce qu'il y avait un gouvernement, c'était le gouvernement du PGC qui avait gagné des élections avec la majorité absolue. On avait le gouvernement, et quand Mbalo est arrivé, il a chassé le gouvernement. Il est allé prendre celui qu'il avait accusé d'être terroriste et il l'a nommé Premier ministre pour qu'il puisse se taire. Et c'est ce qui se passe. Celui qui l'avait accusé, sur les caméras, partout dans le monde, dit attention, faites attention à ce monsieur-là, c'est un terroriste international. Alors, il est allé le prendre, il a nommé Premier ministre. Il n'a que 5 députés. Voilà. Est-ce qu'il y a une présence économique chinoise ou russe à l'époque, les Russes, oui. À l'époque, ce sont les Russes, comme ils ont fait, ils ont aidé toute la révolution dans les pays lusophones. Donc ils ont aidé la Guinée-Bissau pour... comme la Guinée-Conakry. Comme la Guinée-Conakry, pour la décolonisation. Voilà, pour la décolonisation. Donc on avait des conseils russes, beaucoup de militaires sont formés en Russie, les médecins et tout de la Guinée-Bissau. Bon, mais la Russie n'a pas de base. Oui, elle n'a pas de base. Et voilà, comme je disais, c'est les bases françaises
sont sous couvert le Sénégal. Et c'est le Sénégal qui manipule tout. Comme il y a une découverte du pétrole dans la zone limitrophe entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, le Sénégal s'est arrogé. Ça a pris. Lui a très peu de ressources. Voilà. A pris de ses ressources. C'est 70%. Non, ils ont dit 15% pour la Guinée-Bissau. 15% pour la Guinée-Bissau et le reste pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Bravo. Voilà. Oui. La pêche, pareil. Donc, c'est de là où Macky Sall est intervenu pour pouvoir mettre cette marionnette au pouvoir, pour pouvoir... lui, il est allé signer les accords pour l'exploitation du pétrole, sans passer par l'Assemblée, sans passer par n'importe quelle société, compagnie française. Non, pas encore. Non, signer l'accord. Il a signé. C'est des ressources identifiées, mais pas encore exploitées. Pas encore exploitées. Donc, il est allé signer et qui seront partagés avec le Sénégal. Oui, et il y avait un journaliste qui lui a dit, mais attendez, vous signez un accord sans pour autant passer par l'Assemblée. Alors maintenant, si l'Assemblée de la Guinée-Bissau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est des comédiens. Il dit que les députés Guinée-Bissau, c'est des comédiens. L'Assemblée. Oui, et c'est ce qu'il a fait actuellement, parce qu'il a dissous l'Assemblée. Pour motif. Et je parlais du gouvernement. Sans appeler à de nouvelles élections. Non. Parce que dans la constitution de la Guinée-Bissau, on dit, après la dissolution de l'Assemblée, on doit organiser les élections dans 90 jours. Oui. Dans 3 mois. Mais voilà, ça fait déjà combien de temps que ça a été dissolu. Et la Guinée-Bissau n'a même pas de moyens. Ils n'ont même pas encore revu les listes électorales, ni fait le recensement. Donc ces élections sont vouées à l'échec parce que c'est normalement en décembre. Mais là, jusqu'ici, au moment où je vous parle, il n'y a pas encore eu des révisions des listes électorales. Il n'y a ni recensement de la population. Parce qu'il y a des gens... Des jeunes. Une façon de gagner du temps. Voilà, il est en train de gagner du temps et puis donner au Sénégal le temps de peaufiner tout ce qu'il voulait, l'exploitation du pétrole, l'exploration des ressources halieutiques, de la pêche en Guinée-Bissau. Et le parti de Cabral, il les a interdit de faire le congrès. Le parti de Cabral, depuis l'année dernière, celui qui a donné l'indépendance. Oui, voilà, il a interdit ce parti d'organiser son congrès. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle. Ils ont agressé même, ils sont rentrés dans le... Les policiers sont rentrés dans... Oui, parce que quand dans le siège du PAGC. Au moment où ils voulaient organiser le congrès, donc on a envoyé des policiers avec des gaz lacrymogènes, ils ont tout frappé et tout. Les délégués. Pour ce qui dit que c'est un petit dictateur, je voulais dire un petit dictateur en marche, Mbalo a muselé la presse. Aucun journaliste ne peut parler librement et puis le critiquer. Tu es emprisonné, torturé. Ou la radio. La radio qui était à l'opposition, il a fait brûler à 2 reprises. La radio en Guinée-Bissau à 2 reprises. Et Macron ne parle pas de ça. Macron ne parle pas de ça. Voilà ce qui fait que... Il faut rappeler, parce que les gens s'imaginent que c'est une chose habituelle dans ces pays, etc. En réalité, c'était une situation pareille ne s'était jamais vue de l'histoire depuis l'indépendance de la Guinée-Bissau. Il faut peut-être rappeler ça. Donc, moi je ne sais pas si notre confrère Alain Foka de RFI, et s'il pouvait voir ça, parce qu'il a interviewé Mbalo. Et dans toute son interview, moi je suis démocrate, ainsi de suite, je suis démocrate. Et il torture les journalistes. Je peux vous en citer, ils sont tous au Portugal. Foka, je crois qu'il n'est plus à RFI, mais en revanche, il y a un journaliste brillant qui est venu interviewer dernièrement Mbalo, qui est Macron, tout simplement. C'est Macron qui s'est chargé de faire l'interview et de le certifier comme un défenseur des libertés, un grand démocrate africain, qui allait enfin faire cesser le régime de France-Afrique, etc. Récemment, il y a une aberration.
lors du congrès des Nations Unies. Qu'est-ce que Mbalo fait comme étant actuellement le chef de la CEDEAO, le président de la CEDEAO? Il va organiser une réunion à New York pour débattre de la situation de la CEDEAO. Donc, ce qui veut dire que nous, les Africains, on n'est pas mûrs, on ne peut pas organiser des choses chez nous. Il faut qu'on aille ailleurs pour pouvoir débattre nos situations. Et la monnaie, elle est le franc français ou français, CFA ou... Maintenant, non, c'est toujours c'était le peso. La Guinée-Bissau est rentrée elle est non seulement dans la CEDEAO, mais dans le... comment s'appelle la banque la BCAO. BCAO. Avant, c'était l'Algérie qui avait garanti l'argent d'Amilcar Cabral. Sauf si tu voulais poser une question depuis 2 ans, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. En Guinée-Bissau. Grâce aux grands démocrates. Voilà, les démocrates. C'est ça. Il n'y a pas d'école. Et Macron ne voit pas ça. Les enfants ne vont pas à l'école en Guinée-Bissau. Ils ne payent pas les fonctionnaires. Ils ne payent pas ceux qui travaillent pour l'État. Ceux qui sont payés là-bas, ce sont les députés, les ministres. Et quelques officiers. Et ce n'est pas tous les militaires. Oui. Alors, il y a une question que je voulais vous poser, qui est à l'origine d'ailleurs de cette rencontre, parce que c'est Mamadou qui m'a éclairé là-dessus, et qui a attiré mon attention là-dessus, c'est à quel point tout ce dont on est en train de parler, et le contexte dont on va parler à propos, entre autres, du Burkina et de bien d'autres choses après, parce qu'on a pas mal d'autres choses à évoquer, c'est pour ça que j'en viens là tout de suite, c'est le discours de Macron à l'ONU que le spectateur moyen français ne sait pas décoder, mais que les Africains de l'Ouest en particulier ont parfaitement décodé, puisque Mamadou a attiré mon attention que là encore, il répétait à l'intention des mauvais garnements putschistes ou des juntes militaires, soi-disant, qui font venir les Russes, que c'est pas bien et qu'il faut faire le contraire. Que nous proposons, que nous vantons, quel rêve vantons international nouveau, sans hégémonie? La belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Que nous proposons, que nous vantons, quel rêve vantons sur la bonne foi de certaines et certains ici? Rien qui ne tienne longtemps. Ne cédons pas au cynisme qui désagrège l'ordre qui nous a construits et permet seul de tenir la stabilité internationale, car ces valeurs qui sont les nôtres, le respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité des frontières, je le dis, nous avons eu tort à chaque fois que nous avons pris des licences avec elles. Mais ce sont les valeurs que nous avons bâties après la Seconde Guerre mondiale, après les colonialismes. Refusons de faire bégayer l'histoire sous prétexte que ce sont aujourd'hui d'autres géographies qui sont touchées. Alors comment vous avez reçu ça, vous aussi que tous vos voisins guinéens, maliens, nigérians et autres? Bon. Attends, il y a Soubry qui voulait dire quelque chose à propos de ça. Avant, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Est-ce que ce coup d'État était quand même téléguidé par la France ou non? Non, par le Sénégal. C'est ce qu'on dit, que le Sénégal est l'agent de la France et le Nigeria. La CEDEAO. Voilà. Et le Niger. Donc, si la France s'est lavé les mains, il n'y a aucune preuve. Mais quelle idée? C'est-à-dire la France a appuyé. Parce que si la France avait refusé d'appuyer, la communauté économique européenne n'allait pas reconnaître ce gouvernement, ce président. Mais à cause du Sénégal, la France est rentrée dedans sans chercher. Où ils connaissent, ils ne veulent pas. Non, ils sont très au courant. Tu sais, et non, ils sont au courant. La France a des agents. Et lui, le président, là même, il a parlé à la télé avec le journaliste que tu viens de nommer. Alain Foucault. Oui. Il a dit que lui, il portait les valises. Lui-même, il a parlé. Oui. Il dit, moi, j'étais l'homme droit de Kadhafi.
Et il m'a envoyé partout emmener de l'argent au Burkina Faso. Un jour, il est venu voir, comment il s'appelle, Blaise Compaoré. Celui-ci lui a donné 100 000 €. Avec ça, il est parti acheter une maison au Portugal. Oui, Blaise Compaoré qui s'était chargé pour les mêmes intérêts occidentaux de liquider 140 millions. Et le problème, 100 000. Le rôle de et lui-même, il a parlé à la télé. Oui. Les Français l'ont vu. Mais je ne sais pas pourquoi il... Enfin, les Français n'ont pas regardé ça, à mon avis. Peut-être. Et si on cherche dans le truc, on revoit toujours cette interview. Et donc, Macron donne des leçons aux mauvais élèves d'Afrique de l'Ouest, et paf, quelques jours après, coup d'État au Burkina, qui lui font un beau bras d'honneur. Encore. Macron, il se préoccupe de la présence russe en Afrique. Et c'est ce qui a été dans son discours, comme tu l'as dit. Partout. Donc, Macron, ce qui lui a vraiment... ce qu'il ne peut pas digérer, c'est voir les Russes en Afrique. Et il s'appuie... Réussir ce qu'ils ont été, ce que les Français ont été foutus de faire, surtout. Centrafrique. Il s'appuie surtout sur le fait que Wagner n'est pas un organisme de l'État. Ce ne sont pas des militaires, donc la France ne peut pas accepter ça, ainsi de suite. Mais attendez, l'Afrique est libre de faire ses choix. Même si demain le Mali se casse la gueule, il ne va pas s'en prendre à qui que ce soit. C'est le Mali qui a invité Wagner. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une présence conséquente de Wagner là-bas. Oui, au Mali, mais bien sûr. Même les armes. Et c'est d'ailleurs, et les Maliens sont très satisfaits de la manière dont les événements tournent actuellement. Justement, depuis que Barkhane est parti et que ce sont les Russes qui s'occupent de mettre de l'ordre. Mais de toute façon, vous voyez, c'est soutenir par sa visite le putschiste à Guinée-Bissau. Aller au Tchad aussi soutenir le fils. Voilà. Héréditaire. Oui, mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est d'évoquer le fait que là, on a parlé, donc on vient de parler du Mali. Le contexte est assez connu, des coups d'État successifs qui ont eu lieu. Mais évidemment, avant ça, il y a eu la Centrafrique. On n'a pas le temps de développer... qui lui a échappé, quoi, mais où les circonstances et l'arrivée des Russes et les résultats des Russes sont à l'image de ce qui se passe au Mali, qui fait que les Nigériens sont en train de s'orienter également vers cette solution-là. Les Burkina, donc tous les pays concernés par l'opération Barkhane, déjà la Guinée aussi. Et la Guinée-Conakry qui a protesté de manière très virulente contre votre charlatan de président et la manière dont la CEDEAO s'est impliquée à donner des leçons au nom des Français et des Américains. Il faut ajouter le vote de nombreux pays africains considérés comme faisant partie de la zone sous d'influence française et américaine, qui ont voté, qui sont abstenus les sanctions aux Nations Unies. Voilà, donc là ça nous amène... Et c'est ce qui a mis Alors là, par ce biais-là, on est arrivé donc au Burkina, et du Burkina, nous allons peut-être, là je te sollicite aussi directement, remonter un petit peu plus au nord et nous orienter vers l'Afrique du Nord et surtout le Moyen-Orient et ce qui se passe en ce moment jusque dans les Émirats et surtout en Arabie Saoudite, où il y a un retournement, cette fois complet maintenant du point de vue diplomatique et géopolitique de la part des... Donc, pour commencer par le nord de l'Afrique du Nord, on commence par l'Algérie. L'Algérie, à la fin du mois, au début novembre, le 2 novembre, va accueillir un sommet de la Ligue arabe. Et là, elle a essayé d'imposer la Syrie, le retour de la Syrie. Et quand la Syrie a compris que ça ne va pas se faire, il y a des vetos, la Syrie elle-même a demandé à l'Algérie, surtout ne posez pas cette question à l'ordre du jour. On ne va pas vous gêner. Mais en même temps, l'Algérie a décrété que la question palestinienne, elle est une question nationale algérienne.
C'est-à-dire, ça ne dépend pas que de la Palestine, mais aussi de l'Algérie. Parce que l'Algérie, elle a dit, la Palestine, ça fait partie de notre ADN. Elle a réuni toutes les factions palestiniennes, hier encore. Ils ont adopté une déclaration commune qui va être soumise au prochain sommet des rois et des chefs d'État arabes. Donc l'Algérie essaie, sans beaucoup d'illusions, mais elle essaie de remettre la question palestinienne à l'ordre du jour, surtout que le Maroc vient de normaliser ses relations avec Israël, ce qui a vraiment choqué d'abord le peuple marocain et aussi l'Algérie qui se sent maintenant un peu menacée. Parce que n'oublions pas que le ministre de la Défense israélien s'est déplacé au Maroc et depuis le Maroc, il a menacé l'Algérie. Est-ce que c'est ce qui explique les voyages répétés récents de Macron puis de sa première ministre en Algérie? Oui, parce que là, il voit que quand même l'Algérie, c'est un gros morceau. Et un fournisseur de gaz. Et surtout, il y a une communauté algérienne de quelques millions en France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le gaz, parce que là, il ne peut pas espérer un seul gramme de gaz. Pourquoi? Parce que l'Algérie, au départ, avait des contrats de longue durée avec la France. Et puis, avec la politique ultralibérale en France, on a commencé à dire « Ah, mais on paie cher ce gaz-là. Pourquoi ne pas l'acheter au marché spot ?» Et maintenant, s'ils veulent l'acheter au marché spot, ils vont payer 20 fois plus. Et là, tout le gaz est vendu déjà à l'Italie, à l'Espagne. Voilà. Et puis pour la consommation locale. Parce qu'en Algérie, n'oublions pas que la plupart des foyers sont connectés au gaz de ville, avec un territoire de 2 400 000 km² à peu près. Voyez. Donc, il faut investir. Et puis les investisseurs français avaient quitté, parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à la loi 49-51. Parce que tout investisseur ne doit pas dépasser le 49% pour que la souveraineté économique algérienne soit préservée. Les entreprises localisées en Algérie doivent être toujours à majorité algérienne. Vous voulez investir, vous êtes les bienvenus, mais il faut aussi partager. C'est-à-dire l'Algérie n'est pas une vache à lait. Et maintenant, avec le président Tebboune que j'ai rencontré, lui, il veut faire une autonomie alimentaire. C'est-à-dire le blé, maintenant, cette année, c'est presque l'autosuffisance avec l'agriculture, parce qu'ils ont des terres magnifiques. Il veut arrêter la contrebande, l'économie informelle, ce qu'on appelle en Algérie, au lieu de dire import-export, c'est import-import. Oui. Donc ça a ruiné. Maintenant, tout ça, il a mis un frein à tout ça. Donc, ce qui fait que l'Algérie, maintenant, avec l'augmentation faramineuse des prix du pétrole et du gaz, elle a retrouvé les équilibres, elle a malgré, par exemple, le Hirak, c'est-à-dire l'investissement de la rue par des millions d'Algériens qui ne voulaient pas de la comédie du 5e mandat de Bouteflika, ils sont descendus par millions. Il n'y a pas eu un seul mort. Alors qu'avec les gilets jaunes en France, vous imaginez que des centaines de blessés, 11 morts, etc. Pour vous dire que quand même c'est un pays quand même qui... Mais Majid, j'ai lu quelque chose comme quoi la visite d'Elisabeth Borne a abouti à une promesse de l'Algérie pour réalimenter la France et l'Italie en gaz. Ça, c'est une première nouvelle. Deuxième nouvelle, j'ai écouté Joe Biden donner un avertissement sévère à l'Algérie en disant si l'Algérie ne rentre pas dans les rangs,
et qu'il ne cesse pas de commercer avec Poutine, on va lui imposer des sanctions. Voilà, je réponds à tes questions. D'abord, il n'y a pas de gaz à donner à la France, à moins d'arrêter le gazoduc espagnol, où il y a des problèmes entre l'Algérie et l'Espagne, pour donner la part qui est due à l'Espagne, à la France. Mais encore, il faut des gazoducs qui n'existent pas. Vous voyez, c'est la deuxième chose, pour les menaces américaines. En fait, c'était un groupe de parlementaires américains qui ont proposé une loi sanctionnant l'Algérie qui achète des armes russes. Pas économiquement, des armes russes. Et puis, par miracle, cette trentaine de sénateurs et de représentants ont disparu parce que l'administration a dit stop. L'Algérie, c'est très important pour nous. C'est un État pivot. On ne joue pas avec eux. Donc, vous voyez, c'est-à-dire quand tu as un pays qui se respecte, même pour le Sahara, tu sais, Trump a reconnu la marocanité du Sahara contre la reconnaissance par le Maroc d'Israël, l'établissement. Mais quand les démocrates sont arrivés, ils ont dit non, mais il faut poursuivre les négociations avec l'ONU. Donc, comme si de rien n'était. C'est-à-dire, le problème est entre les mains du comité de décolonisation des Nations Unies. Donc, ils continuent à considérer que le Sahara, c'est un territoire à décoloniser et il faut que la population de ce territoire se prononce à travers un référendum s'ils veulent adhérer au Maroc, s'ils veulent une autonomie élargie ou s'ils veulent l'indépendance. Quoi qu'il en soit, voilà. Pour en revenir à notre thème de la Russe-Afrique, y compris la Russe-Afrique du Nord, l'Algérie n'a pas cessé d'avoir des rapports économiques et autres avec la Russie, ne l'a pas sanctionné. Non, bien sûr. Pas plus d'ailleurs que la plupart des pays c'est-à-dire le premier client d'Asie et du Moyen-Orient. Et donc si on remonte un peu plus haut maintenant géographiquement, la Syrie, l'Irak, le Liban, et au-delà encore, l'Iran peut-être, je ne sais pas, peut-être que Soubry veut nous en dire un mot. Pour la Russie et l'Algérie. Oui, sur la Russie et l'Algérie. C'est-à-dire sur le plan économique, il n'y a pas beaucoup de relations. Elles sont conséquentes, mais elles ne sont pas très denses comme avec la Chine. La Chine est le premier partenaire économique de l'Algérie. Mais ça, c'est pas beau non plus. Non, on leur a dit. Mais avant c'était la France. Ah oui. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, l'Algérie diversifie ses relations pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Mais, sauf que tout l'armement russe, y compris les S-400, sont fondus par la Russie et qui n'interfèrent pas dans leur usage. Contrairement aux armes qu'elle n'achète pas, à part quelques hélicoptères italiens et tout ça, elle n'achète rien à l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils vous vendent, par exemple, des lunettes ultraviolets, ils vous disent quelles sont les conditions d'usage. Soi-disant au nom des droits de l'homme, de la démocratie et tout ça. Et puis la France, une éthique. À mon avis, l'objet principal de la visite de Macron en Algérie, c'est que la France, les médias français, lancent une campagne de dénigrement sans précédent contre l'Algérie. Et la France, elle dit oui, mais ça c'est les médias gouvernementaux sont libres, ce sont services publics, ce ne sont pas ce qui est du blabla. Voyez. Oui, on est bien placé pour le savoir. Et maintenant, il y a des instructions à ces médias, taisez-vous. Donc, ils vont obéir. Ouais. Et donc, c'est pour ça, parce que l'Algérie, c'est important pour la France, géopolitiquement. Et puis, sur le plan interne. Absolument. Voilà. Et puis, elle a besoin de l'Algérie pour régler le problème malien.
Parce que l'Algérie, c'est celle qui s'est le pour plus les gens qui n'ont pas la carte sous les yeux, Voilà. regardez une carte, vous comprendrez tout de suite. Voilà. En plus, l'Algérie, par exemple, quand la Ligue arabe a suspendu la Syrie comme membre de la Ligue arabe, l'Algérie a refusé. Elle n'a pas imposé des sanctions. Les relations sont au beau fixe entre la Syrie et la Syrie. Et donc on va peut-être passer à la suite. Maintenant, Donc, à toi. Je crois il y a trois semaines, ici, j'avais évoqué les prédictions de l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, où il avait suggéré de trouver une voie de négociation pour désamorcer la guerre en Ukraine. Et c'était la seule proposition sage contre le discours guerrier qu'on attend un petit peu partout. Et il avait dit qu'il y a un risque de dérapage en Ukraine vers une guerre nucléaire. C'est pourquoi il faut chercher à négocier. Et il avait ajouté que le monde va vers deux guerres majeures, ou bien il y aura un dérapage en Ukraine, mais surtout il y aura un conflit généralisé au Moyen-Orient. Et bien le conflit généralisé, tous les ingrédients au Moyen-Orient, ils sont là aujourd'hui. Tout, partout. C'est la guerre entre la Turquie contre l'Irak. On va peut-être parler d'Erdogan, on a oublié de C'est citer. la guerre de l'Iran, le bombardement de l'Irak. C'est l'Irak, il a organisé de pseudo-élections et depuis un an, le résultat de ces élections, il n'a pas reconnu et il n'y a pas de gouvernement. Et ce matin, ils ont dit qu'il y avait une séance de parlement pour désigner un président de la République. Le Parlement irakien a reçu 10 bombes. Un petit peu, il était bombardé partout. Ces pays, on a amené le libéralisme, la stabilité, la paix, la démocratie, surtout. Ouais. La liberté et la démocratie. La liberté et la démocratie. Il y a un risque majeur d'une confrontation entre la Turquie, l'Irak. L'Irak, ça veut dire une confrontation avec l'Irak. Il y a des bases militaires américaines en Irak. Les États-Unis, elles tiennent beaucoup à empêcher l'Iran à bombarder ces bases. Surtout, elle est affolée depuis que les avions sans pilote ils sont allés démontrer leur capacité en Ukraine. Et les Américains, ils font très attention à ne pas énerver l'Iran. Ils veulent le maintenir tel qu'elle est aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Mais inévitablement, il y aura un conflit majeur. Erdogan, il compte les jours de calendrier. Il avait fixé novembre de 2023. C'est la date anniversaire des accords de Versailles, de Lausanne, de tout ça. Donc de la spoliation des Turcs. Elle considère qu'il a été... Du point de vue d'Erdogan. Du point de vue d'Erdogan, c'est le centenaire de ces accords. Que les Nations Unies de l'époque avaient spolié l'Empire ottoman. On lui a piqué un morceau en Irak, qui est la ville de Mossoul, où il y avait du pétrole. On lui a piqué la ville d'Alab. On lui a piqué les îles à la frontière grecque. Et il songe que d'ici 2023, il va commencer par la Grèce. Là, il fait de petits bombardements sur l'Irak, le nord de la Syrie, mais c'est de l'entraînement. Mais il est convaincu, s'il reste au pouvoir, il va déclarer la guerre à la Grèce. Mais la situation au Moyen-Orient, c'est
l'excellent résultat d'une occupation colonialiste étrangère. Excellent résultat. L'Irak, c'est un pays colonisé. On l'a bombardé, on a démantelé. Recolonisé. Et on a démantelé l'État irakien qui était indépendant. L'Irak était jaloux de son indépendance depuis un siècle. C'était le premier pays arabe qui avait proclamé son indépendance. Les Américains, ils l'ont recolonisé. Maintenant, il y a de bases militaires partout. C'est les États-Unis qui désignent leurs agents comme dirigeants de pays. C'est au dire de tout le monde, on sait que c'est le pays le plus corrompu au monde. C'est le avant même l'Ukraine. Avant. Et la Somalie. Avant, elle est dans la hiérarchie, il vient après la Somalie. C'est le Liban, c'est un pays aux abois. Aux abois. Là, le président de Banque centrale libanais, Majed le connaît sûrement beaucoup mieux que moi, il a amené la caisse, il l'a amené à Paris pour demander à Macron. Il a vidé les caisses des Libanais. Les Libanais, pour aller retirer 100 € sur leur compte, ils vont avec des pistolets, des couteaux pour pouvoir obtenir 100 €. Et ils prennent en otage les salariés des banques et le gouvernement a décidé de bloquer les portes de banques et les gens, ils n'ont plus l'accès à l'ordre. Alors, ils sont en train de mouroiter aux Libanais le fait que finalement, ils vont faire pression sur Israël pour leur céder. Oui, ils ont passé un accord la dernière. Un accord il y a 2 jours. Sous pression américaine, sous pression américaine, en disant là, vous allez de gaz, vous aurez de l'argent, tout ce que vous avez perdu. Dans 10 ans. Oui, dans 10 ans. Ouais, dans 10 ans, vous allez avoir ça. Donc, le Liban, il est en ruine. La Syrie, on sait ce qu'ils en ont fait avec la Syrie. Ils ont détruit ce pays. Et la guerre continue en Syrie. Et la guerre continue. La guerre continue. Le président et les institutions étatiques, ils sont maintenus parce qu'on n'a pas visé les structures étatiques après ce qu'ils ont fait en Irak. C'était énorme de pouvoir gérer tout ce pays-là. Le Yémen est en ruine. L'Iran, elle vit actuellement le mouvement de protestation le plus important depuis l'arrivée de Khomeini en 1979. De loin, le plus important. Plus de 110 villes iraniennes qui sont en manifestation depuis bientôt 2 mois. Et ça, c'est pratiquement, les Iraniens n'ont pas vu ça. L'histoire de Tchader et de Bourqa, c'est un essentiel pour que les populations manifestent leur désir d'un changement profond. Et le président iranien, il est sur le point de mourir. Il est malade. Le guide, tu veux dire. Le guide spirituel, pardon. Et il a désigné son fils comme successeur. Et il a diligenté un ordre auprès des ulamas pour lui accorder le statut. Pour qu'il devienne guide spirituel, on lui a accordé le titre d'un ayatollah suprême. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer en Iran. Oui, parce qu'ils ne vont pas pour autant nécessairement basculer du côté occidental. Rien n'indique qu'ils vont le faire même. Oui, alors. D'autant que leur grand ennemi lui-même est en train de changer quand l'Arabie Saoudite. Alors, ce qui est en train de se passer, ce qui complique un petit peu la visibilité de la chose, c'est que l'Iran, en même temps, il est contesté par sa population, il est contesté par ses voisins, mais il s'intègre une alliance russo-chinois. Et ça, il parie maintenant sur ses relations internationales.
le changement au niveau de comportement des dirigeants musulmans de Proche-Orient est spectaculaire. Ça n'était jamais vu. Jamais on aurait pu penser, depuis 120 ans, que l'Arabie saoudite oserait dire non à l'Amérique. Et même de manière humiliante, d'après ce que j'ai entendu. Humiliante vis-à-vis de Biden, qui était vraiment humilié. Il a été humilié. Il a refusé d'aller le recevoir au pied de l'avion, comme on fait avec un chef d'État, un grand chef d'État. Il a envoyé un sous-fifre du ministère des Affaires étrangères. Il ne l'a pas pris dans ses bras. Il lui a donné un coup de poing comme ça, comme si c'était des copains de quartier. Et il lui a dit... Soi-disant, c'est à cause du Covid. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de Covid. Et lui a demandé de pomper plus, augmenter la production de pétrole. Il a dit non. Il a baissé. Et il a rajouté, là, depuis une semaine, il a baissé de 12 millions de barils par jour. Et c'est une catastrophe. Ça va alimenter encore les difficultés, surtout en Europe, pas en Amérique. En Amérique aussi, parce que ça a un impact sur l'inflation et sur les élections américaines. Dans le cas des élections, c'est pas bon du tout non plus pour eux. Effectivement. L'Amérique, on sait que c'est le premier gagnant de la guerre d'Ukraine. L'Amérique, chaque cargo rempli de gaz de schiste rapporte 200 millions de dollars, 200 milliards de dollars ou 200 millions. Et donc, ils vendent leur gaz et ils donnent encore, même avec un tel prix, ils ne donnent pas les besoins nécessaires de l'Allemagne et de la France. Il va les dominer dans cette situation. Le président des Émirats arabes, qui est le deuxième pays pétrolier, qui est aussi riche que l'Arabie saoudite, il vient avec un coup d'éclat aller serrer Poutine dans ses bras et que Poutine, il s'est permis de lui donner comme cadeau son propre manteau. Et symboliquement, on n'a pas vu ça ici dans les médias. Symboliquement, chez les Arabes, c'est très significatif. Oui, Poutine qui est soi-disant au bout du rouleau, qui joue ses dernières cartes, et qui est au bord de la touche. Oui. Parce que pour les Arabes et les musulmans, les Arabes, un chef bédouin, lorsqu'il donne son manteau à quelqu'un, c'est pour signifier le haut respect. Alors ça, c'est un renversement total, oui, jamais vu depuis des décennies, depuis la découverte de pétrole. Oui, depuis le XXe siècle. C'est un renversement total d'alliance de toute la région. Absolument. Avec un impact considérable. Absolument. Et tout ça, c'est trop pour notre cher vieux président américain. Comment il va chercher des solutions dans cette pagaille? Il ne peut pas trouver. Le mi-mandat s'approche. Les élections aujourd'hui indiquent qu'ils sont en faveur de Trump. Déjà des républicains. Des républicains. Même des démocrates, des députés démocrates. Les républicains sont donnés ultra favoris pour avoir la majorité des deux chambres. Mais il est même question d'un impeachment de Biden. Qui est d'ailleurs sénile, un peu sénile. Qui est gâteux, complètement gâteux, tout le monde le sait. Mais le problème qu'ils ont, c'est que s'il est empêché, c'est Kamala Harris. Et les démocrates eux-mêmes se sont aperçus que ce serait encore pire pour eux. Oui, c'est vrai. Donc, ils sont très embêtés. Et pour juste un mot à propos des conséquences de la raréfaction de la ressource pétrolière, évidemment, ça a des effets, mais un peu compliqués, parce que par l'effet de la hausse du dollar et autres, et aussi par l'effet que les compagnies pétrolières américaines vendent le pétrole au prix de marché, elles ne vont pas se priver, ça a un effet inflationniste très très mauvais politiquement aux États-Unis même, pour justement le pouvoir américain. L'État ou l'esprit
d'une grande majorité d'Américains aujourd'hui, ils sont comme les Européens. Les Européens, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Les Américains, c'est le même état d'esprit. À travers toutes les crises que les États-Unis ont connues, il y avait cette classe moyenne américaine qui avait confiance dans le modèle, dans le système. Maintenant, ils sont très sceptiques. Ils ne savent pas. Entre Biden et Trump, qu'ils ont combattu, ils sont complètement perdus. Et beaucoup d'observateurs, de sociologues américains, nous alertent sur la possibilité d'une guerre civile américaine. S'il reste coincé comme ça, il y a probablement. Pour terminer, je pense que Macron a voulu un petit peu jouer l'homme de bon office pour aller mobiliser les gens pour la guerre. En même temps, il dit, moi, je vais aider l'Ukraine avec tous les moyens pour la faire gagner contre la Russie. Mais alors qu'il sait que c'est impossible. Qu'il n'a pas de moyens. Oui, et que lui-même mais on essaie de nous faire croire que la France joue un rôle en plus. C'est insensé. C'est risible. Si les deux belligérants ils ne sont pas dans l'état de négocier, la paix en Ukraine ne peut venir que la victoire. Que d'un accord américano-russe. Oui. Si les deux ne veulent pas négocier, ce n'est pas Macron qui va apporter des solutions. Ceux dont sont d'ailleurs convaincus, non seulement les Ukrainiens, mais et probablement aussi d'autres Européens comme les Allemands et autres, mais aussi et surtout les Russes et les Américains eux-mêmes. De toute façon, il a donné. Savent très bien. C'est lui qui était le parrain avec Merkel des accords de Minsk. Ils n'ont pas pu, les deux n'ont pas pu les faire respecter. Alors que maintenant, en guerre, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien, que le rapport de force. Et puis on sait bien que les accords de Minsk, c'était une instrumentalisation destinée à gagner du temps, puisque même les Ukrainiens l'ont reconnu, et on a vu ce que ça avait donné. Mais je vais vous laisser à chacun d'entre vous votre conclusion personnelle, puisque on arrive au bout du délai qu'on s'était fixé. Je voulais juste rappeler que ce que tu dis est tellement vrai que moi je suis d'assez près l'actualité américaine, parce que je connais bien, j'ai des accointances, y compris familiales là-bas. Ce que tu dis est de plus en plus présent à l'esprit des Américains, et d'autant plus que ça joue un rôle important dans les fameuses élections de mi-terme, dans la manière dont politiquement les gens sont en train de se déterminer. C'est d'ailleurs pour ça, et je pense que même si certains vont le contester, qu'on a vu cet effort militaire pour essayer de légitimer, au prix de dizaines de milliers de morts ukrainiens de l'armée ukrainienne, la fameuse contre-offensive qui a eu lieu ces dernières semaines, qui a été un massacre, une boucherie pour les Ukrainiens. On n'a pas fini d'en entendre parler. Et donc, ça, c'était surtout suscité par la CIA, les Américains, le Pentagone et surtout l'OTAN, évidemment. Absolument. Et essentiellement à visée politique intérieure américaine. Là, je pense que c'est un point important qu'il faut évoquer, en tout cas que j'aurais évoqué brièvement. Et surtout que Trump, il commence à parler. Ah oui, absolument. Arrêter la guerre. Et voilà. C'est son discours de campagne. Voilà. Moi, vous allez voir, je vais vous arrêter la guerre. Voilà. Et en plus, c'est vrai. Et les Russes, en tout cas, et les Chinois aussi d'ailleurs, sont les premiers convaincus, et sans parler des Coréens du Nord, on n'a pas le temps de parler de tout ça, donc en sont convaincus. Donc maintenant, je ne sais pas, une brève conclusion. Mes camarades, nos invités spéciaux, nos invités d'honneur de ce soir. Moi, ma conclusion serait que la France se réveille et qu'elle arrête les 2 poids, 2 mesures en Afrique. Ça, c'est mal parti, hein, hélas. Parce que, il va aller caresser dans le sens du poil Mbalo, qui a fait un coup d'État. Il ne le condamne pas. Il va aller caresser dans le sens du poil le fils d'Idriss Déby, qu'on a mis là-bas, qui avait dit au départ que lui, il ne va pas se présenter aux élections. Mais là, lors de la dernière concertation qui a été faite au Tchad, le fils a dit qu'il va se présenter.
Au départ, il avait dit qu'il n'allait pas se présenter. Maintenant, il va se présenter. Et aller caresser Ouattara, qui a manipulé la Constitution pour briguer un troisième mandat. Qui est le plus ancien de tous et le plus pourri de tous les pourris de la région. Un quatrième mandat. Voilà, certainement, si ça continue. Bon, donc c'est ce que je voulais dire à la France, d'arrêter si elle veut redorer son blason en Afrique. Parce qu'avec ces 2 poids, 2 mesures, ça ne fait que détériorer l'image de la France en Afrique. Voilà. Alors. Parce qu'il n'a pas de bons conseillers africains. On peut lui en proposer. Pour moi, écoutez, à mon avis, on assiste actuellement à un changement tectonique dans les relations internationales. L'OTAN et derrière lui les États-Unis pensaient que Poutine n'oserait pas intervenir. Pourtant, il les avait mis en garde, etc., arrêtés. Il y avait un accord possible à l'époque. Ils l'ont pris à la légère. Et puis finalement, il est intervenu, parce qu'il était obligé d'intervenir. Parce que les Ukrainiens, qui étaient formés depuis 2014 par l'OTAN, pour ça, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est à la veille de nouvel ordre. On le voit tous les jours, c'est-à-dire bien avant l'entrée de Poutine en Ukraine, tout le monde ne fait pas le lien. Il y a eu une déclaration commune, sino-russe, de 5300 mots. On a fait le lien, nous, ici. Hein, voilà. Souviens-toi, je sais pas si tu étais là. Non, mais c'est-à-dire il faut étudier, lire cette déclaration. Elle est très importante. Et puis après, on entend les médias et tout ça. Poutine est isolé, la Chine se retourne contre... Les médias français. Il faut écouter, par exemple... parmi les plus cons au monde. Modi, le Premier ministre indien, il fallait écouter ce qu'il a dit à Poutine lors du dernier sommet à Samarcande. Plus élogieux que ça, tu meurs. Et puis, mais ici, ils ont décidé que Poutine va perdre, la Russie va être ruinée, et puis finalement... Et pourtant, ils savent très bien et finalement, que c'est nous, impossible, et que c'est pas ce qui va se produire. Voilà. S'ils ne le savaient pas, ils le savent. Voilà, mais c'est-à-dire le réveil de l'opinion publique va être douloureux, et finalement, le mieux, c'est que cette guerre s'arrête, que les Ukrainiens... aussi réalisent qu'ils sont les premiers perdants dans cette guerre, qui n'est pas la leur, c'est la guerre de quelques réseaux fascistes néo-nazis, et la majorité des Ukrainiens n'est pas de cet avis. C'est pour ça qu'on voit très peu de reportages dans les médias occidentaux à propos de ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez, Si, on a toujours les mêmes, le même point de vue qui nous rabâchent les mêmes conneries. Mais bon, voilà. Oui, oui, une dernière réflexion, c'était, si vous écoutez les infos, vous avez observé la veille de l'attentat sur le pont, il y avait une rouée vers le plateau Tulé des généraux de l'OTAN, des journalistes spécialistes, et tous proclamaient la mort prochaine de la Russie en Ukraine. Et la défaite. Elle est en train de mourir petit à petit. Elle disait les généraux brillants. Ça fait déjà 3 fois qu'ils nous servent ça, en quelques mois. Et le lendemain, lorsqu'elle a balancé... Quand il a commencé, comme il disait lui-même, puisqu'il dit on n'a pas encore commencé, là apparemment... Alors qu'il disait avant, il est en manque de missiles. Oui, c'est ça. En ce moment-là, je n'ai pas vu les généraux de l'OTAN pour nous expliquer comment ce mourant, il s'est réveillé et il a visé exactement... Il joue sa dernière carte à chaque fois, ils vont expliquer ça. C'est au bout du rouleau, il joue la dernière carte. Avant la mort. C'est la fuite en avant. Mais il est foutu, hein, ça se voit très bien d'ailleurs. C'est pour ne pas alourdir la fin de ce débat. Je pense que Majid a raison.
de remarquer le rôle important que l'OTAN commence à jouer et ce que les Américains ils veulent lui confier comme rôle s'il continue à diriger l'ordre mondial. Si l'ordre mondial elle reste du domaine des États-Unis, l'OTAN elle deviendra une force de domination. C'est ce que dit Lavrov. Il dit l'Union européenne est simplement une administration de l'OTAN, au service de l'OTAN. Absolument. Et le rôle de l'OTAN serait de détruire l'Europe. Absolument. Poutine, il a intelligemment introduit son discours à propos de cette guerre en disant il faut qu'on arrête l'ordre mondial actuel. Il faut un changement d'ordre mondial. Multipolaire. Le résultat de la guerre, en tout état de cause, ou bien ça sera un changement d'ordre mondial, ou en tout cas, l'ordre mondial actuel, il est très bien secoué et c'est déjà un bon résultat. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci, Dominique. Moi, je dois filer vite. Bravo.